Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes directrice de l'agence Odeya. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient toujours pas l'agence Odeya, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la substantifique moelle de cette agence? Écoutez, Odeya, c'est une agence de voyage culturel et de pèlerinage. Nous proposons des voyages en groupe, mais aussi des voyages sur mesure. On fait de la haute couture. On essaye en tout cas de bâtir des voyages le mieux possible, les plus originaux possibles. On essaye d'ouvrir des portes que habituellement les voyageurs seuls ne peuvent pas enfoncer. Voilà. Et Odeya, vous pouvez nous rappeler la définition d'Odeya? Oui, Odeya, ça vient de Odos en grec, le voyage, la route, le chemin. On retrouve ce terme dans Exode ou dans Odyssée, que vous préférez, Corentin, je crois. Voilà, donc c'est un mot grec qui signifie le voyage. Et alors, aujourd'hui, vous nous emmenez à Florence. Oui, alors Florence, la capitale de la Toscane, Florence, la belle de la Renaissance, cette cité musée presque qu'on ne se lasse pas de découvrir, de redécouvrir. On peut y aller autant de fois que l'on veut. C'est vrai que Florence, c'est ces villes où on peut y retourner une fois, 2 fois, 10 fois, sans se lasser, tellement l'ensemble est riche. On ne fait jamais tout le tour de ces villes. Généralement, c'est vrai que la première fois, on a tendance à voir les côtés les plus importants, les sites les plus importants, et à délaisser peut-être ce qui l'est moins, et qu'on prend plaisir au cours d'un autre voyage de découvrir. C'est pour ça qu'il est primordial de retourner plusieurs fois dans ces villes d'art et d'histoire. On pourrait passer une vie à Florence sans tout connaître. Absolument. Alors, quel est le parcours et donc les dates déjà? Donc, c'est du 18 au 22 octobre, c'est ça? 18 au 22 octobre. C'est un voyage qui est accompagné par Jean-Michel Sanchez, qui est spécialiste de la Renaissance. C'est un universitaire qui enseigne à Marseille. Jean-Michel qui accompagne de nombreux groupes pour nous depuis des années et qui fait l'unanimité. L'unanimité auprès des voyageurs, des groupes. Il a cette manière didactique d'enseigner, j'ai envie de dire, en tout cas d'accompagner. C'est un puissant fond en réalité de connaissances et il sait le faire partager avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de vie aussi. Ce n'est pas ennuyeux. Parfois, certains n'ont pas ce don de savoir transmettre leurs connaissances. Et donc, Jean-Michel Sanchez, lui, a ce don de transmission et c'est très important. Il connaît Florence, j'ai envie de dire, comme sa poche, si je peux me permettre. Et il aime à faire découvrir cette ville. Le voyage aura bien lieu, effectivement, du 18 au 22 octobre prochain. Et c'est un voyage qui est assez court, finalement, qui se déroule sur 5 jours, où on reste à Florence. On est logé en plein cœur de la cité. La première chose que l'on fait lorsqu'on atterrit à Florence, c'est que l'on se rend directement sur les hauteurs, sur la place Michel-Ange, où on a une vue qui embrasse absolument toute la ville. On est de l'autre côté de l'Arno par rapport à la cathédrale, si certains connaissent. On est en contre-haut, on a une vue vraiment splendide et on embrasse absolument toute cette cité des Médicis. Un peu plus haut encore, vous avez la fameuse église San Miniato avec une façade de marbre, comme c'est souvent le cas donc en Toscane. On a vraiment de très belles lumières, bien sûr. C'est la douceur de la Toscane avec ses pins, ses cyprès. Et de ce côté-ci de l'Arno, vous avez encore les murailles qui ceinturent la ville de Florence, qui la protègent, de nombreux jardins. C'est un délice déjà que cette première journée et de découvrir ces splendeurs. Bien sûr, au cours du voyage, on découvre aussi le musée des Offices, cette galerie de bureaux de l'administration grand-ducale qui est née de l'initiative d'un certain Côme le Jeune et qui fut dessinée par Giorgio Vasari, un des grands architectes de la Renaissance. Alors, ce musée abrite des centaines d'œuvres, toutes plus intéressantes les unes que les autres, de la Renaissance italienne. Et donc, vous avez bien sûr les grands maîtres européens, mais aussi surtout les grands maîtres de la Renaissance que l'on connaît. On visite bien sûr aussi Santa Maria Novella, Santa Croce, le Duomo, avec le baptistère qui est séparé du Duomo à la manière italienne. C'est tout le côté spirituel qu'on retrouve peut-être grâce à tous ces édifices. Notamment au Duomo, vous avez les fornelles, les
ces plaques de bronze qui, de la Renaissance toujours, qui montre tous les mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est très très beau. Et puis bien sûr, on continue avec le musée San Marco, et les magnifiques fresques de Michel-Ange, le palais Médicis, le Ponte Vecchio, Santa Maria del Carmine, la chapelle Brancacci qui est magnifique, qui était en cours de restauration cet hiver. Un de nos groupes d'ailleurs au mois de février a pu visiter les ateliers de restauration et monter dans les échafaudages au plus près des fresques de cette chapelle Brancacci qui est absolument magnifique. Parce qu'elle est en restauration. Elle est en restauration. Alors je pense que les restaurations sera terminée pour le mois d'octobre. D'accord. Vous avez des restes, des fresques peintes par Masolino, Masaccio, Lippi. Ce sont ceux qui ont précédé, si vous voulez, la Renaissance. Et donc on a une belle vision, si vous voulez, de l'histoire de l'art du Quattrocento, comme on dit en italien, c'est-à-dire 15e siècle, et Cinquecento, 16e siècle, la Renaissance à proprement parler. On visite également la basilique San Lorenzo, mais aussi la tombe des Médicis. Et ça, c'est absolument incroyable parce qu'elle a été peinte et réalisée par Michel-Ange. On retrouve tous les grands noms, finalement, de la Renaissance italienne. Et c'est cela qui est absolument fascinant. Et on termine d'ailleurs au musée du Bargello, avec des sculptures à la fois gothiques et là aussi Renaissance. On découvre notamment les sculptures de Donatello, du Quattrocento, qui précède, si vous voulez, ce grand mouvement de la Renaissance. Cette Renaissance qui est née à Florence à proprement parler. C'est le retour, la Renaissance, c'est le retour à l'antique finalement. On retourne à l'antique, on retrouve la philosophie de Platon. Et c'est dans cette cour des Médicis qui ont beaucoup fait parler d'eux, bien sûr, au cours des âges et à cette période, qu'on va s'intéresser à la chose antique, on va redécouvrir à la fois la philosophie, mais aussi tout l'art, et on va recréer un mouvement artistique absolument nouveau. C'est à Florence que sera donnée cette impulsion de cette Renaissance qui se développera ensuite à Rome. Les papes appelleront les plus grands artistes de la cour des Médicis, Michel-Ange, Raphaël et d'autres, et puis avant que cette Renaissance ne se déplace vers le nord de l'Italie et notamment à Venise. Et c'est donc comment Florence, c'est les Médicis qui ont fait Florence, ou c'est avant les Médicis, Florence était déjà un berceau culturel Alors, Florence a toujours été un berceau, une république à part dans un premier temps, et puis ce sont les Médicis qui vont véritablement lui donner l'impulsion que l'on connaît. Ça se terminera assez mal d'ailleurs. Mais oui, cette famille, cette riche famille devenue banquier d'ailleurs, c'était des banquiers, vont avoir le génie de découvrir les talents et surtout vont avoir les moyens de les subventionner, on dirait aujourd'hui. On est à la fin du Quattrocento, 15e siècle, et puis c'est ce mouvement qui naîtra là. Et vous avez aussi un phénomène très marqué dans l'architecture, les villas médicéennes, les villas des Médicis qui vont être bâties à l'extérieur de Florence, les palais aussi à l'intérieur de Florence, avec des canons d'architecture tout à fait nouveaux. Tout cela se développe effectivement à la cour des Médicis. Donc Florence, qui était une principauté en soi. Oui, c'est ça. C'était c'est ce qu'on a du mal peut-être à imaginer pour nous Français. L'Italie est morcelée en différentes principautés, républiques, États indépendants. Et donc la Toscane fait partie, est complètement indépendante des États du pape d'ailleurs, un peu plus au sud. Il n'y a pas d'unité italienne. L'unité italienne se fera très tardivement, comme vous le savez, en 1871. Et donc oui, Florence aura un rayonnement et en tout cas une histoire propre, qui lui est propre et qu'on ne connaît pas en France, ça c'est sûr. Et donc, est-ce qu'il y a évidemment des spécialités culinaires Oui, alors à Florence, c'est comme dans toute l'Italie, on mange très bien, Corentin. Et donc, vous avez peut-être deux choses à retenir qui sont particulières et propres à Florence, notamment la bistecca fiorentina. C'est une grosse côte de bœuf qu'on fait cuire très doucement et parfaitement, parce que les Florentins le font très très bien, et bien au grill sur une sorte de barbecue si vous voulez. Mais
les restaurants en Italie sont toujours installés de la sorte, avec un foyer. Où vous avez vraiment un feu qui est entretenu pour les viandes braisées. Ça, on ne le connaît pas en France. Et c'est très propre à l'Italie, et notamment à Florence. Et donc, ils vous servent des côtes de bœuf absolument pratiquement 10 cm de hauteur. Et c'est absolument délicieux parce qu'ils savent les faire cuire de manière remarquable. Une autre spécialité qui est sans doute moins connue et qui est très intéressante, je trouve, c'est le ribollito ou le bollito. C'est une sorte de pot-au-feu de viande de veau, figurez-vous, qui est servi avec une sauce, ça va vous faire sourire et peut-être que ça ne vous dira rien, mais en réalité c'est très bon, avec une sauce de persil, ail et anchois. D'accord. Et alors, on mange ça dans un morceau de pain, comme ça, sur le marché, dans le marché couvert de Florence. Vous avez des ribollito que vous pouvez prendre en sandwich. C'est absolument délicieux. C'est très fin, c'est très étonnant, c'est très original. Et ça fait partie, si vous voulez, de cette culture culinaire très populaire de Florence, qui est conservée, et c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Sophie Mageran. On rappelle donc du 18 au 22 octobre avec Jean-Michel Sanchez. Vous pouvez donc participer à ce voyage en vous inscrivant sur le site odeia.fr. Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie. C'est notre dernière chronique ensemble. Donc, est-ce que vous partez en voyage ? Oui, alors pas tout de suite, mais vous n'êtes pas en vacances, mais vous êtes en voyage, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Alors, oui, ça c'est sûr que quand on accompagne un voyage, on n'est pas en vacances, contrairement à ce que certains peuvent imaginer. Donc, les vacances pour moi, ce n'est pas tout de suite, mais néanmoins, j'accompagnerai en principe au mois d'août un voyage avec l'abbé Chotard de la Fraternité Saint-Bitis, et bien du côté de l'Italie, en principe autour de Rome et au nord du Latium. Si certains veulent participer, il est encore temps de s'inscrire. Et sinon, pour ma part, je préfère rester en France pour mes congés et marcher. Très bien. Merci beaucoup, Sophie Mageran. Puis on se revoit en septembre. Voilà. À la rentrée. Avec plaisir. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.